Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir et j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Christophe Leduc, fondateur et CTO de Digital Substrate. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Annabelle. Je suis Annabelle Tandil, directrice des opérations en charge d'animer la communauté de Digital Substrate. Alors, on va passer 30 minutes ensemble et bien sûr, nous prendrons le temps de répondre à l'ensemble de vos questions durant cette session. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire et on prendra un moment effectivement sur la fin. Pour commencer, j'aimerais déjà aussi vous préciser que nous nous adressons aussi bien aux éditeurs de logiciels qu'aux entreprises, aux industriels qui développent leur propre écosystème digital. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est central, qui est l'impact des infrastructures logicielles sur la performance digitale. Et pour introduire ce sujet, je vais me tourner vers Jean-Christophe, parce que c'est vrai que dans le monde du développement logiciel, on parle souvent de la dette technique. Alors, Jean-Christophe, comment elle se caractérise, cette dette technique? Quel est l'impact finalement sur la performance digitale de l'entreprise? La fameuse dette technique. Donc, pour commencer et introduire ce sujet, je propose de commencer par regarder comment on aborde la conception d'un écosystème logiciel. Donc, j'appelle écosystème logiciel soit un logiciel produit par un éditeur logiciel ou une solution d'entreprise, par exemple, un propriétaire. Donc, on commence par un cahier des charges avec des besoins fonctionnels et puis des contraintes techniques, des contraintes temporelles, des contraintes budgétaires. Et puis, là, j'ai pris une analogie avec un petit robot, un quadripode, où en fait, on va commencer à faire de la conception, réfléchir, cycler, et pour finalement obtenir là, le petit robot là, qui répond au problème. Et en général, sur cette première version, on espère que le robot répond exactement finalement aux besoins, dans les contraintes, et si on s'est bien débrouillé, tout le monde est content. Et ça marche très très bien. Et puis, ce qui est important de voir, pour comprendre la dette, d'où elle vient et ce que c'est de voir, d'exposer ce robot finalement donc, au temps industriel long, parce que c'est pas un an. Il va être exposé au temps industriel pendant 10, 20, 30 ans et plus. Donc, et là, on va être confronté à un certain nombre de phénomènes critiques qui vont émerger. Donc, je vais en prendre un certain nombre. Par exemple, le verrouillage décisionnel, qui est en fait le fait de dire qu'au départ, quand on a conçu ce robot, on a fait des choix. Quand on a conçu ce logiciel, on a fait des choix d'infrastructure, des choix, peu importe, toutes sortes de choix. Et ces choix, ils vont nous suivre. C'est-à-dire que si on bâtit notre logiciel avec ces choix, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ces choix sont potentiellement toujours là. Mhm. Et donc, du coup, on est verrouillé dans ces choix. Et bien souvent, tant que ça ne gêne pas, aucun problème. Mais si à un moment donné, il y a des changements stratégiques ou des changements environnementaux qui imposent de changer et de modifier ces choix, alors on peut être bloqué parce qu'on a produit tout le code et toute l'application et les datas, on le verra par la suite avec le logiciel, on est coincé. Donc, ce phénomène de verrouillage décisionnel me semble très important à comprendre. Un deuxième point important, c'est l'accumulation du capital digital. C'est-à-dire que à la fois les utilisateurs du logiciel, ou pour un éditeur, ou dans le cas d'un industriel, tous les services qui vont exploiter le, le système, le système logiciel, vont accumuler du capital digital, des savoir-faire, vont mettre des process en place. Et finalement, ça représente un patrimoine. Et si du jour au lendemain, on se dit, ça va plus, ça colle plus, il faut tout changer, eh bien souvent, c'est pas qu'une histoire de logiciel, mais c'est aussi une histoire de, OK, le capital qu'on a là, qu'est-ce qu'on en fait? On peut pas Bien tout sûr. jeter, etc. C'est encore plus flagrant pour un éditeur logiciel. S'il a des milliers de clients, comment il fait pour migrer ses clients sur un nouveau système? Donc c'est quand même pas simple. Donc ça, c'est un deuxième phénomène qui est important. Un troisième, c'est le fait que finalement, le système va être exposé à une mutation de l'environnement, de son environnement d'exécution. À la fois, par exemple, de l'obsolescence technologique, Bien sûr. des évolutions technologiques, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, des changements stratégiques. De dire, tiens, voilà, par exemple, je sais pas, on est éditeur, on a un logiciel qui fonctionne en mode client lourd sur Mhm. ordinateur, mais maintenant je vais aller dans le cloud. Comment je fais sur le web et dans le cloud? Donc ça, c'est des changements stratégiques qui peuvent être assez gênants, surtout par rapport au fameux verrouillage décisionnel dont on parlait tout à l'heure.
ou si on a fait le choix d'être en client lourd, c'est pas simple de passer en client web. Euh, Là, je vais parler de l'expansion de la surface logicielle. Ça, c'est un phénomène qu'on ne voit pas forcément venir. Et en fait, imaginons une équipe de développeurs, 5 développeurs, mettons, qui travaillent, développent la première version du système. Et puis, le temps passe et ces développeurs vont être exposés à des demandes et ils vont faire évoluer le code et augmenter la surface du Mhm. code. Et cette surface de code logiciel qui va augmenter, finalement, elle va demander une attention particulière pour la maintenance notamment, ou alors elle va impacter toute demande d'évolution qui aura un impact sur la globalité du système. Et on ne se rend pas compte que à ISO équipe, finalement, plus ça va, moins ça va, parce que la surface du code sur lequel on est assis, quelque part, elle augmente. Et donc, du coup, on a un phénomène finalement de viscosité qui peut apparaître. Ça, c'est un terme que je réutiliserai probablement ultérieurement, mais la viscosité, ce phénomène cette impression pour les développeurs de se dire, mais on nous demande des choses, ça a l'air simple, mais finalement, c'est compliqué quand on doit l'exécuter dans le code. Donc ça, c'est notamment dû à l'expansion de la surface logicielle. Et puis, je vais citer la dégradation des connaissances techniques, le fait que, évidemment, certains collaborateurs peuvent quitter l'entreprise, ou changer d'entreprise, partir à la retraite, peu importe. Et à un moment donné, si on a affaire à des architectes logiciels qui sont à l'origine du système développé, ils n'ont pas forcément tout documenté ou tout Oui, transmis. Et finalement, il peut y avoir une perte de bien sûr. connaissances, hein, Mm. avec des équipes qui vont essayer de faire de leur mieux, mais on peut voir apparaître du cargo culte, c'est-à-dire le fait de dire je crois comprendre comment ça marche en surface, mais je ne comprends pas comment ça marche dessous, et finalement je fais des bêtises malgré Ça moi et peut malgré avoir mes efforts. ouais, Voilà. effectivement, Donc ça peut avoir ça, un impact dans le temps, hein. oui, voilà, exactement. Ça peut avoir des impacts dans le temps. Donc maintenant, si on reprend par rapport à ces phénomènes critiques, si on Mhm. reprend notre petit robot et qu'on l'expose au temps long, donc je disais 10 à 30 ans, ça peut être beaucoup plus, hein, Mhm. si on prend le système bancaire, c'est très très long. En fait, quand il est exposé au temps long, il va falloir qu'il évolue, comme on l'a dit, pour tenir sa promesse, hein, évoluer. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va voir ce petit robot se transformer progressivement. On va rajouter des choses, on va l'upgrader, Mhm. on va essayer de l'améliorer, mais sans jamais tout remettre en question. C'est rare. Donc en fait, effectivement, à droite, il va avoir de nouvelles fonctions, mais on sent que, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Il est un peu il empâté. s'est un peu empâté. Voilà, il Voilà, s'est un peu c'est ça. empâté. Donc bon, on le constate. Et donc ça, c'est finalement ce qu'on peut appeler la dette technique. Ça Mhm. représente, là, j'ai représenté dans ce visuel, je représente la dette technique qui s'accumule. Et pourquoi elle s'accumule? Ben parce qu'en fait, on ne fait que modifier le système tel qu'il est, sans Mhm. le remettre fondamentalement en cause. Alors, regardons maintenant cette dernière version de Mhm. notre système et supposons que l'entreprise soit exposée à une nouvelle contrainte Mhm. environnementale. D'un seul coup, il va falloir courir un 100 mètres. Bon, Mhm. moi je pense que le robot, il peut parcourir 100 mètres, mais je suis pas sûr qu'il puisse les courir. Donc, ok, bon, à la limite, pourquoi pas. Sauf que si en face, chez le concurrent, on a ça, là, on sent qu'on a un petit problème. Effectivement. Et en fait, c'est ça la dette technique. La dette technique, c'est l'effort qu'on perçoit là. On dit on est à gauche, mais on aimerait être à droite. Alors si c'est on aimerait être à droite, mais qu'il n'y a pas de concurrence, tout va bien. Mais si c'est le concurrent qui est à droite, là, ça devient plus problématique. Et là, finalement, les entreprises, elles sont confrontées à plusieurs choix. Soit elles disent, bon, on va continuer à investir sur notre robot, mais on sait que c'est compliqué, on ne peut pas le remettre en cause fondamentalement. Et on va avancer, mais on ne sera jamais aussi performant que le robot de droite. Mhm. Soit on dit, bon là, ça va pas. Là, c'est trop compliqué. On fait une refonte complète. On prend le risque. Et on l'a tous entendu, tous vu, tous vécu. Ça peut être risqué. Et ça peut avoir le coup de temps en temps, mais c'est très très risqué. Et puis le troisième choix, c'est de dire, bon, ça coûte trop cher de le maintenir en vie, ça coûte trop cher et c'est trop risqué de le faire évoluer. Je gère, je le laisse en l'état, je le maintiens et c'est tout, je fais pas plus. Ça, c'est un peu regrettable parce qu'effectivement, s'il y a des enjeux derrière, bon, voilà. Donc ça, ce sont quand même finalement des dilemmes qui sont assez difficiles à résoudre pour un industriel, hein, Bien que ce soit sûr. un éditeur ou un Oui, bien sûr. industriel qui a sa propre solution. Mhm. Voilà. Ok, bon, très clair. Alors ça, merci déjà pour cette première précision. Mais moi, si je me mets à la place de nos éditeurs,
on peut se demander finalement, du coup, c'est à quel niveau de l'application logicielle on va devoir agir finalement pour réduire cette dette ou gagner en agilité ou en performance digitale en général. Oui, alors ça rejoint un peu le titre C'était du un petit peu fait webinaire. exprès. Ouais, ouais, c'était fait exprès. Bon, voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà, on va essayer d'analyser le problème, et on va regarder la structure typique d'une application logicielle. Alors, moi, je la présente comme ça. En haut, je positionne la logique métier. Mhm. Et la logique métier, c'est tout ce qui va contenir finalement, qui va produire la valeur, répondre aux problèmes qu'on cherche à résoudre. Donc, typiquement, par exemple, un logiciel de comptabilité, on va trouver dedans le calcul du compte de résultat, le calcul du bilan, le calcul de la déclaration de TVA, etc. La valeur propre du Mhm. logiciel. Alors, on va trouver effectivement les interfaces utilisateurs, les algorithmes métiers, les schémas de données, etc. Ça, c'est toute la partie métier. Mais ce métier il repose sur une deuxième couche que j'appelle l'infrastructure logicielle et qui va permettre au métier de s'exécuter. L'infrastructure logicielle, c'est ce qui contient tous les frameworks techniques qui vont permettre au métier de s'exécuter, les langages de programmation, les systèmes de base de données, etc. Enfin, la liste là, elle est très très longue. C'est toute cette machinerie finalement qui porte le métier. Elle-même, elle s'appuie sur l'infrastructure système. Donc là, c'est simplement le système d'exploitation qui, lui, va amener un système graphique, système de fichiers, le réseau, etc. Enfin, il y a plein de choses là aussi. Alors, ça peut être Windows, Linux, Mac OS, etc. Et puis, elle-même qui s'appuie sur une infrastructure matérielle, qui, elle, va amener des serveurs, des stations de travail, des machines virtuelles. Et je vais juste faire une petite remarque, parce que quand on parle d'infrastructure, sans rien dire de plus, en informatique, on parle bien souvent d'infrastructure matérielle, et on parle moins souvent d'infrastructure logicielle. Pourtant, on le verra par la suite, c'est un point très très important. Euh, euh, voilà. Ouais. Donc maintenant, on va regarder, voilà, maintenant qu'on a compris cette organisation, on va Mhm. dire, on va regarder où sont, on va se poser la question, où sont les coûts. Euh, alors, première chose, on va regarder le métier. Le métier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 90% de la valeur business. Et en général, statistiquement, on constate, ça c'est très intéressant, que c'est 20% des coûts de développement et des coûts de maintenance. C'est 20% de la surface logicielle aussi, du nombre des lignes de code par exemple. Et si on regarde par opposition l'infrastructure logicielle, bah, c'est inversé. C'est Mhm. 10% de la valeur business. L'infrastructure logicielle amène rarement de la valeur en tant que Ouais. telle au problème. Alors évidemment, si elle ne fonctionne pas, si elle est cassée, ben, le métier ne s'exprime pas, donc ça c'est embêtant, donc elle est quand même indispensable, mais elle ne crée pas de valeur en tant que telle dans le business. Par contre, c'est 80% des coûts de développement, des coûts de maintenance et de la surface logicielle. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, et en plus, quand on parle de dette logicielle, euh, c'est là D'accord. qu'elle s'impacte, et le plus souvent, et donc là où c'est déjà énorme, ça devient de plus en plus important parce que la dette, elle alourdit cette partie-là, cette partie de l'infrastructure logicielle. Et ça se comprend un peu quand on voit les ratios, parce qu'en fait, une équipe de développement, elle va être tentée d'aller très très vite sur le métier, là où il y a de la valeur pour le client. Alors que l'infrastructure logicielle, même si c'est nécessaire, Mm. finalement, ça se voit pas trop. Donc, si on prend des raccourcis, c'est pas grave. Mm. Donc, on va aller tout de suite en haut dans la partie logique métier, quitte à prendre des raccourcis sur l'infrastructure logicielle et augmenter ce poids monstrueux là que l'on Mhm. voit, qui va impacter la suite, l'avenir du système. Donc, l'idée de Digital Substrate, c'est de se dire, si on doit intervenir quelque part, ben, c'est sur l'infrastructure logicielle qu'il faut intervenir pour aider les équipes IT, les équipes de développeurs qui développent des systèmes logiciels, des systèmes informatiques. Euh, voilà, et donc du coup, est-ce que ça répond Oui. à ta question, Alors, effectivement, je pense Annabelle? que ça répond bien à ma première question, mais évidemment, j'ai encore envie de me mettre à la place de nos auditeurs. Mm, Et effectivement, là, maintenant, on comprend bien que c'est surtout, avant tout, sur l'infrastructure logicielle qu'il faut intervenir. mm. Ok, mais qu'est-ce qu'on propose, nous, chez Digital Substrate, justement, pour éviter les problèmes dont tu as parlé, soit de refonte globale, ou à minima, en tous les cas, de continuer à améliorer la productivité quand on veut faire évoluer son logiciel.
Alors en fait, on s'appuie sur le fait que euh, l'infrastructure logicielle, il est important qu'elle soit adaptée au métier et pas l'inverse. C'est pas au métier Mhm. d'adapter à l'infrastructure logicielle. C'est mieux quand c'est l'infrastructure logicielle qui est adaptée au métier. Euh, on en reparlera par la suite. Mais donc du coup, l'idée c'est de... Par contre, quand on regarde les différents types d'infrastructures Mhm. logicielles, même si elles sont toutes un peu différentes et spécifiques, on retrouve quand même des grands schémas de Mhm. problématiques qui sont traités. Et l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas produire, utiliser une infrastructure logicielle standard ou produire cette infrastructure Mhm. logicielle différemment? Voilà la question que l'on se Oui. pose. Et on va par exemple pouvoir citer tout ce qui est application no-code ou low-code, qui sont déjà des initiatives dans cette direction. Dont le but, c'est de dire, en no-code, typiquement, l'infrastructure logicielle, elle vous est fournie, vous cliquez sur des boutons et vous faites votre métier et Mhm. ça répond, ça délivre l'application. Alors, l'inconvénient du no-code, on peut le comprendre. Là, l'avantage du no-code, c'est que ça va très très vite. L'inconvénient, c'est que ça marche pour des petits besoins métiers, et que très vite, si on élargit le métier, on va être coincé, Oui. étriqué dans l'infrastructure logicielle proposée par le no-code. Le low-code, ça peut être un petit peu mieux. Mhm. Ça va dépendre des différents types de low-code, mais en général, le low-code, comme son nom l'indique, le but, c'est de limiter la quantité de code qu'on va produire. Mais là aussi, on voit beaucoup d'applications low-code qui arrivent avec une infrastructure monolithique, avec des endroits où on peut mettre du code, effectivement, mais on va être quand même enchâssé dans une structure, une Mhm. infrastructure qui est figée, elle est Ok. monolithique. Je vais prendre un exemple, le logiciel low-code le plus répandu sur la planète, c'est probablement Excel. Ça Euh, doit parler à nos auditeurs, oui, on effectivement. peut coder dans Excel des Mhm. formules, même du code, du script, mais effectivement, si on veut par exemple développer un jeu d'arcade en Excel, c'est pas totalement impossible, mais enfin, on va être assez limité. Voilà. Donc, donc Bah, pour revenir à ma question, qu'est-ce qu'on oui, propose chez Digital Substrate? oui. Donc, voilà, l'idée c'est on regarde comment sont Mhm. produites donc les infrastructures logicielles aujourd'hui par les équipes de Ouais. développement et finalement on va se rendre compte que c'est fait à la main bien sûr, mais on va avoir un certain nombre de problématiques. Le savoir-faire des équipes, il est volatile, on en a parlé tout Mhm. à l'heure. Si le code augmente en surface, on va avoir apparaître une surcharge cognitive des équipes parce qu'elles vont devoir faire face à des problèmes de plus en plus complexes. Et j'ai pas dit compliqués, j'ai bien dit complexes. Mhm. Des plots de nœuds très difficiles à démêler. Les temps de formation, si on doit changer de technologie ou mettre à jour des technologies, ben, c'est impactant aussi. On a un travail qui peut être répétitif et fastidieux sur certains types de codes. Alors, il y a quand même des outils qui permettent de générer du code, donc c'est pas mal, mais on peut quand même être amené à modifier des centaines de milliers, voire des millions de lignes de code à Oui. la main. C'est très vite usant et compliqué. Les expertises techniques, là on parle d'ingénieurs génie logiciel, c'est quand même assez rare. Mhm. C'est recherché, hein, on en cherche. Donc c'est pas facile de bien s'équiper. D'autant plus que si on regarde, là je montre un petit Mhm. panneau qui est le MAT de 2024, qui a une petite étude produite par Math Turk, qui en fait a essayé de regrouper l'ensemble des outils d'infrastructure logicielle dans la data, l'IA, etc., qu'on peut utiliser, et on se rend compte que c'est juste inhumain la Oui. quantité incroyable d'outils qui existent aujourd'hui, et c'est même pas exhaustif. Hein. Oui. Donc, pour en Euh, avoir une maîtrise complète, c'est quasiment bah, impossible à l'échelle humaine. non, à l'échelle humaine, c'est pas Mhm. possible. Là, je défie quelqu'un qui nous regarderait de dire, moi, je connais l'intégralité des outils qui sont là, je suis expert dans tous ces outils. Mhm. Donc, ce qui d'ailleurs hein, amène justement, même chez les ingénieurs en génie logiciel, qui les amène à faire des choix qui les verrouillent Oui. en début de carrière, parce qu'ils vont dire, OK, moi, je vais me spécialiser là, là, là et Mhm. là. Bon, effectivement, après, ils peuvent changer, mais c'est plus compliqué. Donc, quand on voit ça, effectivement, on se rend compte de la difficulté de faire ses choix. Et donc, effectivement, compliqué de trouver des ingénieurs avec l'expertise qui va bien et de changer de technologie. Et enfin, je voudrais parler de la perméabilité entre métier et infrastructure logicielle, puisque bien souvent dans les équipes, les ingénieurs font les deux. Mhm. Ils font le métier, mais ils font aussi l'infrastructure qui va avec dessous. Et ça crée un peu une problématique parce qu'ils vont être jugés partis.
Et finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, ils vont être plutôt plus intéressés par faire le métier, parce qu'il y a la pression du client et le délai qui passe, que par s'occuper de l'infrastructure, reprendre l'infrastructure et travailler sur l'infrastructure, travail qui se voit moins et donc qui est moins valorisé. Mhm. Et donc cette perméabilité va provoquer des problèmes dans le temps et créer de la dette, justement. Donc ça, c'est production manuelle de l'infrastructure. Actuellement, on va dire, sur une équipe de développement. Et l'idée, c'est de passer d'une production manuelle des infrastructures à une production robotisée des infrastructures. Donc, cette partie-là, si on peut la robotiser, c'est pratique. Alors, par contre, si on robotise, il va falloir quand même être très souple parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que l'infrastructure s'adapte au métier et pas l'inverse. Donc là, il y a pas mal de questions qui vont se poser. Donc, maintenant, reprenons cette idée. Les robots vont construire la partie donc difficile, laborieuse dans la partie infrastructure logicielle. L'intérêt, c'est qu'ils sont précis. Hein. Il n'y a pas de raison qu'ils commettent des erreurs. L'humain est faillible, l'erreur est là. Le robot, normalement, se plante pas. Les robots vont être très rapides. Alors là, c'est assez spectaculaire, hein, parce que quand le robot commence à produire du code, on parle de... Un développeur, c'est 30 lignes de code testées, validées, éprouvées par jour. Hein, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, alors on peut aller beaucoup plus vite, mais attention, derrière, il faut tester, éprouver, et en moyenne, c'est ce qui se constate. Et un robot? Robot, 100 000 lignes de code à la seconde, c'est une bonne... Ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais globalement, on voit qu'il y a des facteurs absolument colossaux. Donc, effectivement, ça induit quoi? C'est économique, en fait. Hein, produire de l'infrastructure, même s'il y a beaucoup de code, on n'est pas effrayé par la quantité de code. Effectivement, en termes de productivité, c'est un vrai intérêt. Alors, la quantité de code ne fait pas la qualité du logiciel, hein, on est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est plus un problème. On s'affranchit de ce problème de surface logicielle. Un robot, c'est évolutif. Donc, s'il faut lui rajouter des drivers, des cartouches dans la tête pour qu'il puisse manipuler d'autres savoir-faire, c'est pas un problème. C'est polyvalent. Effectivement, ça peut changer de technologie, ça peut s'adapter et se paramétrer et revenir à quelque chose. Donc, se déplacer assez facilement. Alors tout à l'heure, j'ai dit évolutif. C'est aussi évolutif, c'est évolutif dans les savoir-faire, mais c'est évolutif aussi en termes de scalabilité, de déploiement. C'est-à-dire que un développeur, si je l'upgrade avec un savoir-faire, il est formé, mais derrière, son savoir-faire, si je veux le diffuser, ça va être compliqué. Il faut que je forme d'autres personnes. Le robot, une fois que le savoir-faire il est mis sous forme de cartouche, ça ne coûte rien de diffuser 10, 100, 1000 exemplaires. Ça, c'est quand même un énorme avantage. Et puis, c'est pérenne, effectivement, parce que normalement, les robots ne prennent pas leur retraite ou ne partent pas à la concurrence, a priori. Donc, avec leurs petits pieds. Donc, c'est pérenne. Donc, on va pouvoir espérer un gain de productivité. Je mets sans compromis. Pourquoi? Parce que c'est les robots qui doivent s'adapter et c'est pas le métier qui s'adapte. Donc, on va concentrer les ressources humaines plutôt sur le métier. Elles vont faire de la conception, des spécifications, et ce qui va nous permettre de donner des directives aux robots pour produire l'infrastructure logicielle. Et là, on s'attend à ce que l'infrastructure soit parfaitement conforme au métier, hein, qu'il n'y ait pas de difficulté pour le métier à s'implémenter. Voilà, donc maintenant regardons ce qui se passe dans la vie série. C'est-à-dire que maintenant on expose ça au temps long, ou même d'ailleurs pas forcément au temps très long, mais on se dit tiens, le système va évoluer, il va y avoir des cycles, et on va avoir un retour d'expérience, donc on va se dire tiens, le métier évolue, les contraintes évoluent, et finalement l'infrastructure qu'on avait construite avec les robots ne fonctionne plus, ou pas bien. On souhaite la faire évoluer. Correction des spécifications, nouvelle version des directives, on reproduit une nouvelle infrastructure, version 2, paf, et cette version 2, elle doit avoir comme particularité de s'adapter au métier. L'objectif est d'impacter le moins possible le métier. Donc le code qui a été produit au niveau du métier doit rester le plus en sécurité possible, être le moins impacté. C'est au robot de s'adapter. Donc là, on voit que finalement, on va avoir une possibilité de cycler comme ça sur une amélioration continue de l'infrastructure logicielle. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est en faisant des erreurs que nous progressons.
Et là, on voit on retrouve une agilité qu'on n'a pas quand on le fait à la main, ou rarement, Mhm. quand on peut rarement se le permettre. On est capable de dire, là, on jette l'infrastructure, on en fait une nouvelle, et ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, donc c'est pas grave. Donc on va être capable de cycler, d'upgrader, de mettre à jour les drivers, les pilotes des robots, et de produire de nouvelles versions d'infrastructures sans difficulté. Donc ça, c'est un gain important. important. Enfin, euh, si on regarde l'évolution, hein, je parlais de rajouter des cartouches dans la Oui, tête c'est des ça. robots, si on regarde l'évolution continue de ces robots, on va dire qu'en version 1, par exemple, ils vont avoir une capacité à produire du code qui prend en charge la sauvegarde des informations dans Mhm. une base de données, dans un fichier, peu importe. Ça, c'est assez classique. Donc, je donne mes schémas de données, le robot produit tout ce qu'il faut pour que mes données soient sauvegardées. Bon, ça, c'est un grand classique. Puis, dans une version 2, le métier revient vers nous et nous dit, mais ok, très bien, votre infrastructure elle marche, mais moi, mes utilisateurs me disent, j'ai besoin de gérer l'historisation des données. Revenir en arrière sur mes documents, pouvoir travailler, voire même faire des branches, pouvoir explorer d'autres versions exploratoires de mes documents. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi ou est-ce que je dois prendre en charge ça au niveau du métier? Et on commence à sentir que ce n'est pas au métier de faire ça. Mhm. Et là, effectivement, en réfléchissant un peu, on peut mettre à jour les robots, upgrader les robots pour leur implémenter cette machinerie d'historisation des données. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu le faire sans impacter le métier. Là, donc, d'un seul coup, le métier se retrouve avec la capacité d'historisation des données, et c'est gratuit pour le métier. Donc ça, c'est pas mal. Mise à jour de l'infrastructure, logiciel, et c'est parti. Et puis, le métier continue à évoluer, il dit, c'est parfait, mais mes projets sur mon application sont hyper importants, sont gros, et j'ai besoin de paralyser le travail, mais j'aimerais qu'on puisse finalement paralyser le travail sur mon logiciel, parce qu'aujourd'hui, mon logiciel, il est monoposte, mono-utilisateur, et un utilisateur sur un seul projet, ben, il va avoir beaucoup de mal à gérer tout le projet. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rendre mon logiciel collaboratif? Donc là, Bon, c'est un sujet souvent clé, hein. oui, alors prenons l'exemple de Excel, par Mm. exemple, qui dans sa version initiale chez Microsoft n'était pas du tout collaboratif. Mm. On se rappelle tous s'être envoyé des fichiers Excel et Ouais. en disant mets à jour, et puis après on récupère par mail les fichiers, on dit ah comment je vais mettre à jour mon fichier. Là, on voit bien que la collaboration, c'est Mm. compliqué. Et puis l'arrivée de, de Google Spreadsheet, par Mm. exemple, a révolutionné ça, ce qui a causé du tort d'ailleurs à Microsoft. Hein. Donc là, si on se dit, ben, voilà, est-ce qu'on peut avoir l'édition collaborative des données? Oui, le robot le propose, et sans changer le métier, d'un seul coup, je peux collaborer sur mes données. Ça paraît magique, mais oui, c'est possible. Et donc, et là, c'est intéressant parce qu'on voit comment Microsoft, avec son logiciel finalement legacy, son Oui. héritage de Excel, a mis du temps, malgré toutes les équipes de développement, pour mettre à jour son logiciel. Et en fait, plus qu'une mise à jour, ils ont créé une autre version du logiciel à côté. Hein. Ils ont dû réécrire l'infrastructure pour amener le même niveau fonctionnel de collaboration digitale Mm. et rattraper cet écart qui avait été créé par Google, cette tension qui a été créée. Donc là, c'est effectivement très intéressant. Et pour conclure ce slide, je dirais que il va mieux privilégier l'investissement dans la machine qui produit l'objet, hein, en l'occurrence l'infrastructure digitale, plutôt que l'investissement dans le développement manuel de l'objet. Et ça, beaucoup d'industriels le font déjà aujourd'hui, dans l'automobile, Oui. ça c'est le principe de la robotisation des chaînes de production. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je pense que nos auditeurs comprennent mieux maintenant effectivement la valeur ajoutée de la production robotisée de l'infrastructure logicielle. Peut-être qu'ils aimeraient comprendre aussi comment ça se concrétise réellement dans leur quotidien et dans l'entreprise en général. Oui. Alors, justement, l'idée, c'est de passer de la théorie à la pratique. Et là, si je suis resté un petit peu, je m'en Mm. excuse, un peu abstrait, bien sûr, on développe des outils concrets qui permettent de développer tout ça, de mettre tout ça en pratique. Donc aujourd'hui, on a un ensemble d'outils, mais aussi de savoir-faire et de méthodologies qui permettent d'utiliser ces outils, qui sont très importants. Et c'est la combinaison des deux qui font qu'on arrive au résultat. Alors, comme je dis, souvent je prends cette image, c'est pas parce que j'ai un super marteau et une enclume que je sais forger la plus belle épée du monde. Mm. Et le savoir-faire, il est très important aussi. Et donc, les outils et les savoir-faire. Donc là, on a déjà un certain nombre d'outils qui existent.
comme par exemple là, qui est le langage qui permet de donner des directives aux robots, les robots eux-mêmes. Là, on a aussi des composants logiciels, des runtime ou des frameworks qui sont utilisés par les robots pour construire rapidement des outils très performants et pour répondre aux enjeux du digital. Ça, c'est la partie déjà outils qui existe chez Digital Substrate. On en parlera dans d'autres interventions. Et puis, on a une roadmap qui est, moi, je pense, très importante parce que on a orienté notre roadmap en problème-solution par rapport à l'infrastructure. Et voilà, problème, je dois sauvegarder mes données. Problème, je dois travailler en collaboratif. Et à chaque fois, solution, 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 solution. Problème, solution, problème, solution. Et on avance. Et plus ça va, plus les robots ils sont upgradés, et plus ils ont de savoir-faire, et plus ils savent traiter ces problèmes de manière efficace et sans jamais régresser. C'est ça qui est important. C'est pas parce qu'on ajoute une nouvelle fonction qu'on doit Oui, régresser effectivement, sur les problèmes qu'on avait déjà résolus auparavant. C'est ça qui fait qu'on a une amélioration continue de nos de robots la puissance de feu. et de la puissance de feu, des outils et des méthodes. Voilà, exactement. Mhm. Ok. Et puis enfin, on a des outils pilotes qui nous servent à la fois, enfin ces applications pilotes même, qui nous servent à la fois, nous, dans le cœur de réacteur, dans la R&D, à tester nos technologies, à les développer et à valider que ça fonctionne bien, et aussi qui nous servent comme outils pédagogiques finalement pour former nos utilisateurs, leur montrer comment on peut bâtir une application, comment on peut se greffer à des applications existantes, etc. Enfin, il y a plein de choses qui existent là, qui permettent de mettre en pratique tout ça et de tester concrètement sur le terrain. Ok. Euh, Super. voilà, Nabel. Merci. Alors, le temps passe vite. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Donc, juste avant de passer aux questions-réponses. Donc, aujourd'hui, on a vu et on a parlé d'agilité, comment retrouver de l'agilité sur l'infrastructure logicielle, réduire la dette technique, la viscosité logicielle. Mais nous allons développer d'autres sujets sur des enjeux clés. Alors, il s'affiche à l'écran, sur, par exemple, le développement d'une application moderne et comment, grâce à l'architecture 3 tiers revisitée, on va pouvoir performer. Le dissélotage des données aussi, ou comment est-ce qu'on brise les silos, comment est-ce qu'on connecte entre eux des logiciels qui ne sont pas forcément prévus pour ça à la base. On parlera de collaboration digitale, de valorisation aussi du capital digital et de souveraineté numérique. Donc, si ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez les approfondir, surtout, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Alors, soit par le biais, par exemple, du formulaire de contact sur notre site internet, soit en m'adressant directement un email, soit éventuellement aussi par le biais de notre page LinkedIn dans la messagerie privée. Et on se fera un plaisir de vous informer sur les différentes dates de diffusion de ces différents sujets. Voilà, donc on va pouvoir maintenant passer aux questions. Alors, j'ai quelques questions, effectivement, pour toi, Jean-Christophe. Première question d'un auditeur. Digital Substrate, ça fonctionne sur quelle plateforme, sur quel langage et avec quelle technologie? Ok, alors en fait, l'idée c'est d'être complètement indépendant le plus possible des plateformes, des langages, des systèmes, des frameworks, pour justement être capable de s'adapter à n'importe quel environnement. C'est le principe, c'est ce Oui, que je disais tout à l'heure. Donc en fait, aujourd'hui, les robots, alors ils sont bien sûr implémentés, eux, dans certains langages, mais leur cible, oui. c'est totalement indépendant. Donc aujourd'hui, on supporte des langages comme le C++, par exemple, on supporte du JavaScript, du Java, etc. En système, on va sur macOS, on va sur Windows, sous Linux, mais on est capable d'aller sur n'importe quel système aussi, adresser du web ou adresser du client lourd. C'est l'objectif. Justement, rester le plus neutre possible et ne pas s'enfermer. Alors, par contre, à un moment donné, on fait quand même des choix concrets. On va dire, Ok. le robot, on lui met un driver, et là, il est capable de gérer une base SQL, clac, ou une base NoSQL, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Le robot va s'adapter pour justement fournir au métier ce qu'il recherche. C'est ça qui est fondamental. Donc on D'accord. reste, on va utiliser le terme agnostique, Oui, qui est utilisé en informatique pour dire que voilà, on reste indépendant de tout tout contexte, langage tout langage, techno. etc. Mm. Ok. Alors, j'avais une autre question. Merci déjà pour cette précision, Jean-Christophe. J'ai une autre question. Si j'utilise Digital Substrate, où sont stockées mes données? Ah, ça c'est une question qui revient oui, souvent. Mm.
Ben, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement on est agnostique, Hmm. on se dit ben, on ne peut pas décider une fois pour toutes de où seront stockées les données. Donc nous, on va avoir aujourd'hui la capacité à stocker les données dans une base de données qui peut être dans le cloud ou local, ou sur un système de fichiers, ou enfin, on peut utiliser n'importe quel système en fait. Donc là, il y a une indépendance. Et l'objectif, bien sûr, c'est que nos utilisateurs restent souverains sur leurs données et sur leurs algorithmes et sur leur code. C'est-à-dire que Digital Substrate fournit des outils qui permettent de construire des applications, et il faut absolument que les gens qui utilisent ces outils et construisent leur propre logiciel avec ça, Oui, soient souverains sur leur data, sur leur code. Ça leur appartient finalement. Et à un moment donné, il ne faut pas qu'on emprisonne les data. Ça, c'est très important. L'objectif, c'est de libérer tout ça. Donc là, encore une fois, où sont stockées les données? Ben, c'est un choix. mhm, Donc, et on va avoir une tendance à dire, moi j'aime bien l'idée de dire, on fait des abstractions hein, sur les moyens de stocker l'information, parce que ça va permettre de dire, aujourd'hui on veut que ça soit dans le cloud, demain on veut que ça mhm, soit ici, oui, voilà, on va s'adapter en fait. Voilà, c'est ça. ok. Restons souples et agiles le plus possible. Ok, on aime bien ce terme d'agilité et surtout de souveraineté Oui. quand on parle de données. Super. Une dernière question peut-être que je vais effectivement synthétiser parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Est-ce que Digital Substrate, c'est de l'IA? Ah, oui, effectivement, elle revient aussi celle-là. Alors, oui, par moment, j'ai des remarques du type, mais avec l'IA, c'est de l'IA, vous Mhm. faites de l'IA en fait, c'est ça? Ouais. Ou l'IA, Les ça va robots, faire la c'est même de chose? l'IA. Ouais, Ouais. en fait, alors ma vision actuellement, on va rester modeste parce que ça va tellement vite et ça évolue Mm. tellement vite qu'il faut faire attention à ne pas dire de bêtises. Mais pour moi, l'IA aujourd'hui, j'y crois beaucoup, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On est en train de vivre une période assez incroyable. Mais l'IA aujourd'hui, en tout cas les LLM, mimiquent le Mm. fonctionnement du cerveau humain, dans une partie en tout cas. Et donc c'est très intéressant, c'est créatif, ça s'est généralisé, ça produit des choses et ça peut produire du code. Bon, le petit problème qu'il y a, c'est que comme l'humain, c'est performant sur certains sujets et c'est Mhm. moins performant sur d'autres. Exemple, si Annabelle, je te demande de faire 47 fois 237, si t'es pas préparé, 8234. bon, c'est pas facile à faire de tête Ne et à la vérifiez fontaine. pas, s'il vous plaît. Et donc, très clairement, l'IA, si on lui demande sur un LLM, on lui demande Mm. ça, il peut trouver la solution ou il peut se planter. Et il va y avoir des chances non négligeables qu'il Oui. se plante. Mm. Et c'est ce qu'on constate. Et on se dit, ah, c'est bizarre. Bah oui, comme l'humain. Et ça mimique le fonctionnement de l'humain. Donc c'est normal. Par contre, on prend une calculatrice, elle ne se plante pas. Elle va très vite, elle ne se plante pas. Et c'est la différence entre un objet d'ingénierie Mhm. qui calcule de manière déterministe quelque chose, et finalement un LLM qui va Mm. généraliser et être plutôt créatif et essayer de trouver Oui. quelque chose, mais qui peut se tromper. Donc, nous, là, aujourd'hui, chez Digital Substrate, quand on va parler des robots et de toutes les technologies qui sont derrière, c'est du génie logiciel, c'est de l'ingénierie. Oui. D'accord? C'est vraiment de la production déterministe de code et des frameworks dont on a le code, qui sont Mhm. maîtrisés de A à Z. On peut pas se permettre de se tromper Oui. dans ces outils-là. Par contre, euh, je pense que c'est vraiment intéressant d'imaginer pouvoir armer l'IA générative avec des outils d'ingénierie. Mm. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. On appelle ça des agents dans l'IA. Mhm. On donne une calculatrice à l'IA. Donc, mais elle comprend qu'elle peut utiliser la calculatrice, elle va l'utiliser pour faire son calcul, et au moins elle va dire, OK, j'utilise la calculatrice, voilà le résultat, Mm. poc, et là le résultat, on peut y faire confiance. Donc c'est ça l'idée. L'idée des outils qu'on développe aujourd'hui, c'est qu'ils vont être propices à venir armer une IA qui va être là pour aider Mm. finalement éventuellement le concepteur, l'architecte logiciel, le concepteur applicatif, pour produire son infrastructure logicielle et son application derrière. Voilà comment je peux répondre aujourd'hui en tout cas. Ok, super. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Cette fois-ci, il va être maintenant temps de nous quitter. Donc, l'accès au replay de ce webinaire est disponible. Donc, si vous pensez que ce sujet peut intéresser d'autres personnes de votre entourage, enfin, surtout, n'hésitez pas à lui partager. Donc, encore merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Au revoir, Jean-Christophe. Au revoir Annabelle, merci. Merci.